Dimitro Chistiak, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien malgré la situation difficile dans laquelle vous vous retrouvez. Je suis honoré et en même temps traversé par un sentiment d'empathie en imaginant un peu ce que vous vivez actuellement. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, Monsieur Agbona, de votre invitation. Et alors, évidemment, je suis très touché de l'attention que vous portez à la littérature ukrainienne en cette période dramatique, mais historique que nous vivons aujourd'hui donc à Kiev, sous les bombardements. Et bien évidemment, nous sommes très émus, moi et mes collègues de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, que voilà, vous avez eu le temps et, disons, l'initiative de consacrer cette émission à notre poésie ukrainienne. C'est avec plaisir et c'est en soutien à la situation que vous vivez actuellement. Alors, Dimitro Chistiak, j'avoue que j'ai eu du mal à résumer votre parcours car tout était important à savoir. Je retiens néanmoins en quelques mots que vous êtes auteur de plus de 115 livres de poésie, de prose, de linguistique et de traduction littéraire. Vous êtes publié dans une vingtaine de pays et vous avez reçu de nombreuses distinctions. Vous êtes le vice-président de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, section de Kiev, et au sein de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, vous occupez le poste de directeur international de la littérature. En somme, vous êtes un homme de lettres. Nous allons entrer dans cette discussion en évoquant brièvement la situation de guerre qui prévaut actuellement en Ukraine. Au cours de la semaine, nous avons vu ce qui s'est passé à Kramatorsk, notamment au niveau de la gare de cette ville. Et avant Kramatorsk, nous avons vu aussi ce qui s'est passé, la tragédie de Boucha, et dans d'autres villes aussi, hein, comme Kherson, Kharkiv et Irpin. On connaît également la situation de Mariupol et Kiev, qui résiste toujours, qui n'est pas tombé. Dans cette atmosphère-là, quel est votre état d'âme en ce moment et comment se passe votre quotidien? Merci beaucoup. Alors, je dois dire que quand même, pour moi et pour des millions de mes compatriotes, c'est quand même une nouvelle expérience. Nous n'avons pas eu encore état de guerre de toute notre vie, même si la guerre à l'Est quand même dure depuis 8 ans. Hein. Ce n'est qu'une, bien sûr, maintenant une phase généralisée de ce conflit. Et bien évidemment, je trouve que toute la population ukrainienne, en tout cas la quasi-totalité de la population ukrainienne, essaye de son mieux d'aider à la libération de l'Ukraine. Alors bien sûr l'armée, bien sûr les milices territoriaux, bien sûr les volontaires et évidemment la population sur le territoire occupé dans la lutte partisane. Cela montre un véritable rassemblement national pour la libération de l'Ukraine. Alors, bien évidemment, moi-même, comme vous avez raison de souligner, comme je m'occupais toujours depuis des années des relations internationales de l'Union nationale des écrivains et de l'Académie européenne des sciences des arts et des lettres et d'autres institutions, parce que notre académie est représentée dans une soixantaine de pays, alors nous avons ces contacts internationaux quand même très nombreux et très fiables. Alors, je me suis dit que peut-être mon engagement pour aider à la libération de l'Ukraine, ce serait de mener ce travail via nos contacts internationaux pour récolter les fonds pour l'armée, pour aider les volontaires, pour organiser l'hébergement des réfugiés grâce justement à ces nombreux contacts des écrivains, des lecteurs et des amis, tout simplement, dans le monde entier. Et je pense que ce travail a donne certaines possibilités parce que, bon, moi-même, à cause des problèmes de santé, je n'ai jamais été engagé dans l'armée et je ne le suis pas encore.
mais c'est peut-être une possibilité, justement, de Kiev à mener cette campagne aussi dans les médias et via ses contacts internationaux pour que l'Ukraine résiste mieux et alors que finalement la libération de l'Ukraine s'approche. Alors heureusement, la situation en général est quand même déjà plus favorable. Sur 80% du territoire ukrainien, l'armée russe a été repoussée, notamment autour de Kiev et dans les régions du nord. Et le terrain de guerre se déplace donc à l'est et dans le sud, où les combats encore très, très dramatiques, sanglants en continu. Vous avez évoqué la tragédie de Kramatorsk. Alors oui, la gare qui était bombardée, les civils, plus de 50 personnes 52 victimes. qui devenues des victimes, hein, n'est-ce pas? Vous avez évoqué également les tragédies de Boutcha, autour de Kiev. Mais je dois vous dire que ce qui nous a quand même choqués, nous tous, enfin je veux dire les Ukrainiens, et aussi, je pense, nos amis à l'étranger, c'est que après le passage des troupes russes sur les territoires occupés, alors c'est à quelques vingtaines de kilomètres de Kiev, hein, donc on connaît très bien ces régions, j'ai ma maison de ma famille qui est dans ces régions-là occupées, nous voyons que ce sont quand même c'est un carnage de la part de l'armée russe et nous avons dans toutes les villes et les villages autour de Kiev qui étaient occupés des actes de la destruction massive de la population ukrainienne et on se rend de plus en plus compte qu'en fait, c'était aussi une directive de l'armée, donc ce n'était pas justement des cas uniques, hein, ou alors des exceptions. Non, c'était vraiment une activité planifiée, donc la destruction de la population civile, la destruction surtout des hommes, mais aussi des femmes, des enfants. Donc, le plus on pouvait détruire, le mieux c'était pour l'armée russe. Alors là, nous assistons véritablement quand même à une politique quand même planifiée par l'armée. Et alors, c'est ce qui nous rapproche déjà de la définition du génocide, bien évidemment. Alors, le temps va définir ce qui en est réellement, mais en tout cas, ces crimes de guerre qui sont de plus en plus nombreux et que nous découvrons tous les jours lorsque nous découvrons alors les villes et les villages qui étaient sous l'occupation. Bien évidemment, ce sont des atrocités qui resteront mémorables pour la nation ukrainienne et il faudra que nous reconsidérons alors nos rapports avec la Russie, les autres peuples slaves, notamment la Biélorussie. Et bien évidemment, ce sera une plaie pendant une très longue période sur le corps de l'Ukraine, bien évidemment. Vous êtes resté à Kiev et de ce que vous dites, on comprend que vous avez une part importante à prendre dans la résistance et c'est pour ça que vous êtes resté à Kiev. C'est-à-dire moi et ma famille, nous avons quand même décidé de rester à Kiev parce que nous pensons qu'on serait peut-être plus utile pour mener justement ce travail international. Parce que heureusement, Kiev reste quand même, bon, Kiev c'est la capitale, alors c'est quand même la ville la mieux protégée de l'Ukraine. Hein. Il faut dire que nous avons tout le confort moderne, alors nous pouvons échanger avec vous via Internet, nous avons, mais malgré les coupures, hein, n'est-ce pas, d'électricité, d'Internet, que nous avons quand même encore une vie qui favorise justement ce travail international, alors que si on déménageait dans un autre endroit, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes possibilités pour communiquer. Et surtout, nous avons aussi à peu près 700 écrivains de Kiev donc à notre charge, à l'Union nationale des écrivains. Donc, c'est quand même important de rester en contact avec eux, de voir quels sont leurs problèmes,
oui. et aussi leurs activités, leur engagement pour organiser, coordonner ce travail. Alors bon, je trouve que de toute façon, à Kiev ou ailleurs, nous sommes tous menacés, Mhm. visés par cette roulette russe avec les bombardements aériens. Alors, autant rester à Kiev où ce travail peut être fait de manière la plus adéquate, je trouve. Parlons maintenant de littérature, qui est le sujet principal de cet entretien. Vous avez récemment publié une anthologie de poésie chez Christophe Choman, intitulée Clarinette solaire, anthologie de la poésie ukrainienne. La publication de cette anthologie intervient dans une période où votre pays est envahi par les forces russes. Vous ne vous êtes pas dit qu'il fallait attendre un meilleur moment, ou alors comment avez-vous perçu l'opportunité de publier cet ouvrage? Oui, alors je dois vous dire que c'était très simple. Euh, Au moment où, le 24 février, alors les premiers bombardements à Kiev, et notamment de l'infrastructure civile, ont retenti à 5 heures du matin, je me suis dit que, bon, à tout moment, moi-même et comme tout le monde, tous mes compatriotes, nous sommes menacés, nous pouvons mourir à chaque moment. Alors, autant terminer les grands travaux qui duraient depuis des années, notamment l'anthologie de la poésie ukrainienne. Alors, c'est un projet auquel je travaillais pendant plus de 10 ans, parce que les premières éditions datent de 2013. Mais alors, je me suis dit que voilà, le manuscrit doit être quand même sauvé et alors publié, parce que sinon, qu'est-ce qui deviendrait de tout ce travail qui est la première, en fait, anthologie de la poésie ukrainienne dans le monde francophone. Oui. Et je me suis alors souvenu que j'avais un ami, et un très bon ami, éditeur à Rouen, donc Christophe Choman. Et comme il est venu un peu vers moi aussi, naturellement, il m'a écrit pour demander de mes nouvelles. Et je me suis dit, voilà, Christophe, il faudrait quand même que tu regardes cette anthologie, parce que bon, si jamais il m'arrive quelque chose comme ça, je te donne les droits de le publier, et alors tu verras si c'est intéressant. Et il a trouvé ça intéressant, en effet. Alors, de fil en aiguille, pendant, disons, une semaine, quelques jours, nous avons échangé alors des messages sous les bombardements. Et alors là, le manuscrit était quand même prêt très vite, grâce à son enthousiasme. Et en une semaine, oui, nous avons signé les clichés du manuscrit et très vite, il a été publié. Hein. Alors, pour moi, donc, le souci était de publier cet ouvrage, parce que je pense que c'est un travail qui mériterait d'être connu dans le monde francophone, parce que c'est la première des anthologies. Alors, elle n'est pas exhaustive, bien évidemment, il y a des lacunes, il y a peut-être certaines traductions qui ne soient pas très bien faites, mais au moins, ça donne un panorama de la poésie ukrainienne. Et d'autre part, il faut dire que je me suis rendu compte, assez étonné quand même, que en fait, cette anthologie, elle a suscité un certain intérêt. Hein. Donc, nous avons eu de la presse dans les grands journaux comme Le Soir, nous avons au France Ouest, etc. Nous avons eu des interventions à France Culture, sur d'autres chaînes, donc à la télévision. J'ai plusieurs fois parlé de cette anthologie. Du coup, triste à dire quand même qu'il a fallu attendre ces événements tragiques pour que l'Europe, le monde européen, francophone, s'intéresse à la littérature ukrainienne. Et je suis content, voilà, que cette initiative quand même prenne corps, parce que peut-être que ce sera l'occasion de découvrir mieux non seulement la poésie ukrainienne, mais aussi peut-être cette image du monde ukrainienne, alors qui est, pour ainsi dire, un certain marqueur Oui. de ce qui est la mentalité ukrainienne, qui est une mentalité européenne. Et c'est ça un souci majeur pour moi.
Oui, c'est quand même un ouvrage panoramique parce que l'anthologie compte plus d'une cinquantaine d'auteurs et ça balaie vraiment la poésie ukrainienne depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc, c'est un ouvrage qui fait un point exhaustif hein, de cette littérature, de cette poésie ukrainienne. Et justement, le premier nom qui figure dans cette anthologie est Taras Shevchenko, figure emblématique dans l'histoire des lettres ukrainiennes, grand poète de la période romantique et peintre de grand talent. Vous écrivez justement que Taras Shevchenko est devenu le symbole de la lutte pour la liberté de l'Ukraine. Alors, dans le contexte actuel, quel écho renvoie ce personnage à l'imaginaire ukrainien? Oui, alors je dois vous dire que vraiment la figure de Taras Shevchenko est une figure emblématique pour l'Ukraine parce que, je vais vous donner un exemple, dans les maisons ukrainiennes, souvent l'image de Taras Shevchenko ou alors son portrait brodé même, il se trouve à côté des images du Christ et de la Vierge Marie. Alors, la vénération de ce grand poète, mais aussi de cet homme d'un courage exceptionnel, euh, dont la vie aurait pu se passer de manière très paisible, hein. Étant membre de l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg en tant que peintre, qui avait des commandes dans l'aristocratie russe de l'époque, en découvrant justement cette histoire dramatique de l'Ukraine, euh, par un tas de sources différentes, il a su créer cette, je dirais, encyclopédie de l'âme ukrainienne, de l'histoire de l'Ukraine, et tout cela, depuis des siècles, quand même suscite une admiration parce que les poèmes qui datent du 19e siècle, alors c'est la période romantique évidemment, euh, ils sont quand même aujourd'hui encore tellement à l'ordre du jour, je dirais, que on parle souvent de prophétie, hein. Mais Oui. alors quand on cite les lignes de Taras Shevchenko comme celle-ci, par exemple, euh, quand il dit que ce n'est que lorsque le sang ennemi sera versé dans la mer Noire que l'Ukraine va retrouver la famille des peuples unis, libres, nouvelles. Et alors on pense vraiment, dans ce contexte-là, à la période que nous vivons en ce moment. Et souvent les lecteurs, et même les lecteurs attentifs, et même les lecteurs, disons, qui sont très nombreux de Shevchenko, ils ont vu dans ce texte-là du testament de Shevchenko, que j'ai eu l'honneur de traduire, un texte prémonitoire disons, de la période que nous vivons en ce moment. Mais Shevchenko était une personnalité tellement multiple, je dirais complexe, qui était donc un intellectuel de premier ordre de cette époque-là, mais en même temps qui a su, je dirais, ressentir par son âme très profondément toute cette douleur historique du peuple ukrainien et surtout, ça je devrais quand même le dire, surtout rétablir les vérités historiques. Parce que pendant des siècles, quand l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe et qui était sous l'occupation russe, je dirais, parce que ce n'était pas un mode de vie qui était vraiment profondément ukrainien, qui a toujours aspiré à la liberté et aux valeurs qui, depuis des siècles, étaient sur le territoire ukrainien. Alors, ce régime-là, il a fait construire un certain nombre de mythes autour de l'histoire de l'Ukraine, à la construction des mythes de l'histoire russe qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et Shevchenko, dans sa poésie, donc, justement, il traite de ces sujets-là et il essaie de rétablir la vérité historique, de montrer que l'Ukraine, c'était une culture qui avait un passé très glorieux, très lointain, comme par exemple
le Rus de Kiev, donc l'État de Kiev, qui était à la base des États médiévaux bien plus tardifs, hein, qui aujourd'hui sont la Russie et la Biélorussie, de montrer que la République cosaque du XVIIe siècle, ce n'est pas une bande de brigands, mais que c'était justement une sorte d'État déjà proto-démocratique, et de montrer que les autres épisodes de l'histoire ukrainienne étaient évidemment les épisodes de ces pays profondément européens dans sa tradition, mais qui a été occulté par cette occupation asiatique russe, dont les conséquences nous subissons aujourd'hui et que le monde découvre aujourd'hui justement à partir de ces carnages, à partir de c'est vraiment cette hilarante situation au niveau de l'intelligentsia russe qui collabore avec le régime autoritaire, totalitaire en Russie, ce qui montre vraiment que ce ne sont pas du tout des valeurs européennes qu'ils partagent. Alors que nous le savions, pour nous, ce n'était pas une surprise, parce que justement, Shevchenko était l'un de ces grands poètes qui ont démontré que ce mythe de la Russie européenne, en fait, était une sorte d'une image dorée derrière lequel nous voyons ce gouffre asiatique qui sort maintenant de ses profondeurs au niveau de la communauté internationale. Dimitro Chistiak, vous êtes écrivain, poète, éditeur et surtout traducteur. Vous avez fait beaucoup de traductions de l'ukrainien vers d'autres langues, notamment le français et vice-versa. Je ne vais pas vous faire reprendre toute l'histoire de l'appartenance de l'Ukraine à l'Europe, mais quelle est l'interaction entre l'ukrainien et le français, surtout dans la littérature, au niveau de l'art et de la culture? Oui, alors je dois dire que nous avons des liens très forts depuis des siècles entre le monde francophone et l'Ukraine. Et je peux vous citer quelques exemples. Alors, par exemple, au XIe siècle, donc, quand Kiev était le centre de la culture slave méridionale, nous voyons que le grand prince Yaroslav le Sage, qui a construit cette célèbre cathédrale Sainte-Sophie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été notamment bâtie avec des maîtres byzantins parce que c'était une sorte de réplique, alors quand même différente, mais une réplique de la Sainte-Sophie de Constantinople, qui montre justement cette appartenance au monde empire romain, n'est-ce pas, qui a une longue tradition. Eh bien, les filles, les princesses de Kiev, de Yaroslav le Sage, ont été mariées au roi de France. Alors, Anne de Kiev était devenue la reine de France. Les autres filles étaient mariées au roi de Norvège, au roi de Hongrie. Mais on voit bien que depuis ce moment-là, déjà, nous voyons que les liens avec la France se tissent. Et notamment, la figure d'Anne de Kiev est emblématique. Alors, elle a fondé une abbaye à Senlis, on se souvient encore d'elle. C'était un peu une figure comme ça aussi mythique qui s'est vue beaucoup de fois représentée dans la littérature aussi bien ukrainienne, bien sûr, que slave, mais aussi francophone. Et alors, depuis ce moment-là, donc, on peut parler justement de ces relations qui étaient très étroites pendant des siècles et des siècles. Alors, de Beauplan, par exemple, le grand géographe français, il a été le premier à avoir écrit cette esquisse sur la géographie et l'histoire de l'Ukraine. Lettement, Philippe Orlik, au XVIIIe siècle, est auteur de la première constitution de l'État cosaque Etmana de l'époque. Et il a été l'un des grands intellectuels de cette époque. Et son texte était l'une des inspirations pour les textes des
des Lumières, des siècles des Lumières français, et notamment après pour la rédaction de la Constitution à la Révolution française. Et nous pouvons citer beaucoup d'exemples, mais je dois dire que pour ma part, alors voilà, le travail que je mène depuis ces années, c'est quand même de donner une image plus ou moins véridique de la culture ukrainienne dans le contexte francophone, et bien évidemment de montrer les panoramas et les grands auteurs francophones en Ukraine. Alors bon, j'ai traduit les auteurs comme Maurice Maeterlinck, Marguerite Yourcenar, Yves Bonnefoy et un tas d'autres. Hein. Mais en même temps, j'ai fait plusieurs anthologies, par exemple du théâtre belge, de la nouvelle belge, alors des anthologies des grands auteurs comme par exemple Philippe Jacotet l'année dernière. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, au niveau de la francophonie, bien sûr, là, je prépare une anthologie de la poésie québécoise, mais aussi un tas d'autres projets. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que cet intérêt pour l'Ukraine, il grandit, et dans le contexte francophone notamment. Alors, je trouve que alors ce serait peut-être aussi un moment historique pour montrer alors les textes fondateurs de notre littérature, mais aussi peut-être de publier une série d'éditions, alors vraiment à portée générale, hein, sur l'histoire de l'Ukraine et les facettes de la culture ukrainienne, parce que justement, continuant l'œuvre de Shevchenko, pour rétablir la vérité historique et disons, montrer cet éclat d'une culture européenne, d'une littérature européenne qui reste encore une sorte de terra incognita pour les francophones. Et je crois que c'est là qui se trouve, c'est là que je situerais peut-être le centre de mes intérêts dans les années qui vont suivre, si Dieu me prête vie. C'est ça. Le 5 avril dernier, l'Académie mondiale de la poésie a organisé un grand événement en ligne dénommé Hommage à la poésie ukrainienne. Que revêt pour vous et pour l'ensemble des écrivains ukrainiens un tel événement? Alors, bien évidemment, j'étais très honoré de pouvoir participer à cet événement consacré à la poésie ukrainienne. L'Académie mondiale de la poésie à Vérone, qui est une institution qui est bien connue, hein, je dirais, de tout amateur de poésie, et qui est présidée donc par le chancelier honoraire M. Aziza, qui est une grande personnalité des cultures francophones. Et oui, Madame Poésie, les autres personnalités. C'était toujours très intéressant de voir quel serait alors le contexte culturel qui se trame dans les institutions comme celle-ci. Et je suis très ému donc de l'intérêt que cette institution porte à la littérature ukrainienne, du fait que ce sera une occasion pour nous, bien évidemment, de découvrir les activités de ces institutions, mais aussi, évidemment, cela a suscité un intérêt au niveau de nos partenaires, de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine, de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres à Paris. Mais je trouve que ce qui est vraiment très important, c'est que nous voyons cette fraternité littéraire et culturelle et spirituelle entre nous, et que je ne doute pas que cette coopération qui n'a fait que commencer va se dérouler dans un cadre de plus en plus favorable à nos échanges et bien évidemment au rayonnement de la poésie internationale, parce que bon, je dois dire que ce sont un peu les mêmes occupations qui me mènent à l'Académie européenne à Paris, à rassembler les grands acteurs de la littérature internationale
pour un échange qui est toujours enrichissant, un échange qui ouvre les horizons à cette intégration des cultures, parce que les personnalités vraiment importantes de la littérature européenne ont toujours cette vision très large des réalités dont nous faisons partie et des réalités qui se trament dans l'avenir. Et c'est lors de ces échanges que nous entrevoyons mieux les chemins qui se tracent devant nous et les chemins qui se tracent devant les cultures différentes, mais aussi devant ce que les cultures ont en commun. Et c'est ça qui, bien évidemment, me semble le plus perspective dans ces échanges internationaux qui nous touchent beaucoup. Alors, dans ces échanges internationaux qui vous touchent, et comment se manifeste à votre égard et à l'égard du peuple ukrainien la solidarité, entre autres, de vos confrères écrivains des autres pays, des associations sœurs à la vôtre, ainsi que de vos amis à travers le monde? Alors, je dois dire que toute attention de nos amis internationaux à l'étranger, bien sûr, nous émeut. Hein. Et cette solidarité peut être tout à fait différente. Alors, il y a des écrivains qui se sont empressés vraiment, et je leur suis très reconnaissant, à soutenir financièrement notre armée. Il y a d'autres écrivains qui travaillent maintenant à organiser le refuge pour nos émigrés, pour les réfugiés. D'autre part, il y a beaucoup d'écrivains qui ont montré leur solidarité via justement ces projets littéraires de coopération internationale. Et évidemment, cela nous touche également. Alors, mais ce qui me touche justement, c'est tout ce soutien des vrais amis internationaux que nous avons. C'est aussi, disons, le silence des indifférents, ou alors certaines actions des personnes qui, justement, au contraire, ne soutiennent pas l'Ukraine. Tout cela, évidemment, reste gravé dans notre mémoire, et j'espère qu'après la libération de l'Ukraine, qui surviendra même plus vite que certains ne le croient, nous allons bien évidemment tenir compte et de notre côté travailler à ce que ces dettes que nous avons aujourd'hui envers nos amis écrivains internationaux soient acquittées par l'Ukraine. Et croyez-moi que, bon, si Dieu me prête vie, je ne manquerai pas de mon côté à remercier chaleureusement tous nos véritables amis à l'étranger. Nous allons finir cet entretien par un extrait de votre anthologie. Il s'agit d'un texte d'Ivan Franko, l'un des plus grands écrivains ukrainiens, mais aussi poète, homme politique socialiste démocrate, critique littéraire, ethnographe, économiste et traducteur. Alors, je lis le texte intitulé « Il est temps ». Notre Ukraine a souffert de malheurs insultants. On lui doit notre vie, nos soucis. Il est temps. Il est temps. Il est temps d'oublier notre amour pour le tsar. Il nous leurre sans cesse et il verse notre sang. Notre amour pour l'Ukraine se déclare. Il est temps. Il est temps. Il est temps d'oublier les conflits des anciens. On chassera les fantômes des querelles d'antan par l'union des drapeaux ukrainiens. Car le temps mémorable est venu de tomber au combat, ma fratrie, et l'Ukraine sera libre et enfin reconnue. Notre gloire est dans notre patrie. Voilà le texte d'Ivan Franko. On peut dire que ce sont des textes, pour la plupart, qui ont quelque chose de prémonitoire, de vision, de prophétique. Oui, Ivan Franko est une grande personnalité de l'être ukrainienne. Et bien évidemment, ce texte qui est devenu aussi un chant, n'est-ce pas, un chant de combat au début du XXe siècle, et que vous avez cité, que nous retrouvons aujourd'hui. Bien évidemment, il est emblématique
de cette lutte pour la libération de l'Ukraine que mène tout un peuple ukrainien de nos jours. Et nous sommes bien évidemment très reconnaissants à tous nos amis qui soutiennent ce combat pour la libération. Merci à vous, Dimitro Chistiak, pour ce témoignage et pour ce bref moment littéraire passé ensemble, malgré les conditions extrêmes dans lesquelles vous êtes. Nous sommes de cœur avec vous et nous espérons que tout ceci va finir très vite pour que nous ayons d'autres occasions plus apaisées de nous revoir et de partager les choses qui nous passionnent. Je vous remercie chaleureusement de votre invitation, de votre solidarité, de votre soutien. Et bien évidemment, j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Et je vous invite chaleureusement, bien sûr, à Kiev lorsque l'Ukraine sera libérée. Ce sera avec un grand plaisir. Et encore merci à vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup.